Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa Télésud, et merci à votre fidélité à toutes les émissions, à tous les programmes sur Global Africa Télésud. Panel Hebdo, c'est la revue de l'actualité de la semaine, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à livrer leurs commentaires, analyses, décryptages sur les grandes fêtes de l'actualité en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'équipe de chroniqueurs, l'équipe récurrente de chroniqueurs, le chroniqueur désormais historique, Ben Yassi, bonjour. Bonjour Francis. Merci, vous êtes analyste politique. Gracien Rokindekiza, bonjour. Bonjour Francis. Merci d'être là, analyste politique également. Et le professeur Alfred Shango Lokoro, bonjour Alfred. Bonjour Francis. Maître de conférence à la Sorbonne. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité spécial, Pascal Lobo. Pascal Lobo, bonjour. Bonjour Francis. Pascal Lobo, vous êtes le secrétaire général et représentant de la section France du PPACI. C'est le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, parti bien connu désormais de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous êtes par ailleurs enseignant de philosophie de par votre formation. Et avec vous, nous allons poursuivre notre exploration du climat préélectoral en Côte d'Ivoire à quelques mois de la présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Et nous marquerons également, nous reporterons un regard sur les grands faits de l'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire également avec notre invité. Voilà, donc pour le sommaire, donc la Côte d'Ivoire, programme de cette édition, le climat préélectoral au sein du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Autre sujet dans cette édition de Panel Hebdo, l'arme judiciaire contre l'ancien pouvoir au Sénégal. L'ancien président Macky Sall, désormais visé par une résolution visant à l'accuser de haute trahison. 5 anciens ministres menacés de poursuite pour détournement de deniers publics. La reddition des comptes réclamée par l'actuel pouvoir est en train de se transformer en vendetta judiciaire. On en parlera dans cette émission. Enfin, l'inévitable actualité de la République démocratique du Congo, dominée cette semaine par l'ombre de l'ancien président Joseph Kabila, désormais dans le collimateur du pouvoir de Kinshasa. Un duel à haut risque entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. On en parlera également dans cette édition de Panel Hebdo. La Côte d'Ivoire donc, donc avec notre invité Pascal Lobo, donc représentant en France du PPACI, parti de Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui ne sera donc pas candidat à cette présidentielle du 25 octobre prochain, puisqu'il est radié de la liste électorale du fait de sa condamnation à 20 ans de prison pour des faits commis dans le cadre, on s'en souvient, de la crise post-électorale de 2010-2011. On a parlé du braquage de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été gracié, mais pas amnistié. Pourtant, il déclarait encore il y a quelques jours, je le cite, nous allons aller aux élections et nous les gagnerons. Alors ma question, Pascal Lobo, c'est quand il dit « nous », est-ce qu'il pense à lui-même ou à un autre candidat probable du PPACI ? Merci Francis. Je voudrais vous dire que le candidat du PPACI, le 25 octobre prochain, sera le président Laurent Gbagbo. Par quel tunnel passera-t-il pour se porter candidat finalement ? Il jouit de tous ses droits civiques, donc il sera notre candidat. Mais pour l'instant, il n'est pas éligible, donc il y a cette condamnation évidemment qui pèse logiquement. C'est une condamnation farfelue. Oui, farfelue. Oui, c'est une condamnation farfelue à laquelle nous n'accordons aucun crédit du tout. Pourtant, il a été gracié. Oh, mais nous, on n'a pas été... Gbagbo n'a pas besoin d'être gracié. Oui, mais il a accepté la grâce pourtant. Non, on n'a pas accepté de grâce parce qu'on gracie quelqu'un qui est condamné. Notre candidat n'est pas condamné. Et nous ne reconnaissons aucune condamnation contre lui. Après la crise post-électorale, il a été déporté devant la Cour pénale internationale où il a connu un procès dûment fait pendant 8 ans. Il est acquitté, il a tous ses droits civiques, il est en Côte d'Ivoire, il est notre candidat le 25 octobre prochain.
Oui, alors, la question qu'on vous pose, évidemment, on ne va pas la reposer 50 000 fois. Quand vous dites qu'il sera candidat, ça relève pour l'instant, en tout cas, de l'incantation, parce que juridiquement, il n'est pas éligible, il n'est ni électeur ni éligible. Une république est adossée aux lois. Oui. Une république est adossée aux lois. Vous voulez refaire le procès de la BCEAO? Mais nous ne reconnaissons même pas de procès de la BCEAO. Il y a eu un procès pourtant. Oui, il y a eu un procès par contumace. Oui. Et ils sont allés chercher Laurent Gbagbo à Cocody, chez lui à la maison, Oui. pendant qu'ils l'ont déporté devant la Cour pénale internationale. On juge quelqu'un par contumace lorsqu'on ne sait pas où la personne se trouve. C'est ce que dit le droit au plan même international. Alors, il a été gracié par le président Alassane Ouattara, On gracie quelqu'un qui est condamné. qui a d'ailleurs décidé, recommandé le dégel de ses comptes, ainsi que le paiement de ses arriérés de rente viagère. Voilà, donc tout ça, je veux dire, ça fait quand même partie d'une étape précise de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. On gracie un citoyen qui est condamné. Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné. Bon. Parce que la condamnation dont les gens parlent sur les chaînes n'a aucun fondement juridique. Oui. Le premier point, c'est qu'ils ont condamné Laurent Gbagbo par contumace, alors que c'est la République de Côte d'Ivoire qui l'a déporté devant la Cour pénale internationale par un groupement présidentiel. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, c'est que en Côte d'Ivoire, notre Constitution dit qu'un président, un ancien président de la République, n'est pas jugé par une cour de justice ordinaire. Voilà. Donc, tous ces points font que les 20 ans dont il parle n'ont aucune base juridique, n'ont aucune assise juridique. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, oui. Le troisième point, Oui. c'est que M. Ouattara a pris une décision d'amnistie. Voilà. Il a pris une décision d'amnistie le 10 janvier 2018. Il a pris une décision d'amnistie contre tous ces faits. En droit, ce n'est pas les hommes qui sont les individus qui sont graciés et qui sont amnistiés. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Ouais. Parce que dans l'histoire de la casse de la BCEAO dont il parle, mais Gbagbo n'était pas seul. Il y avait des co-poursuivis comme son premier ministre Akengbo, comme M. Kone Katina et autres qui ont bénéficié de cette amnistie. Ouais. Donc Ouattara fait un harcèlement de justice. Ah, c'est Ouattara qui fait un harcèlement judiciaire contre Laurent Gbagbo? Bon. Bien sûr, puisque c'est eux qui sont partis. Je vais vous poser encore une question avant qu'on écoute le chroniqueur. Est-ce qu'on est certain encore aujourd'hui, au sein du PPACI, de votre parti, que Laurent Gbagbo a réellement envie de se porter à nouveau candidat pour engager une compétition électorale et donc, le cas échéant, gouverner encore la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en a encore réellement aujourd'hui le désir? Mais quand vous parlez d'envie, ça m'étonne. Ah, le désir est important. J'ai dit c'est notre candidat. Nous sommes allés à une convention où on a choisi un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo. Ce n'est pas contre son gré qu'on l'a fait. Est-ce que pratiquement, est-ce que psychologiquement, vous pensez que Laurent Gbagbo a encore aujourd'hui... Il a toutes les facultés nécessaires pour diriger la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il en a encore le désir réellement au fond de lui-même? C'est pour ça que j'ai dit que nous étions à une convention. On ne lui a pas imposé d'être notre candidat. On était à une convention où on a choisi l'homme qui peut délivrer la Côte d'Ivoire comme le candidat du PPACI. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il est juste en train aujourd'hui de faire une formalité en s'engageant dans ce nouveau combat, ou alors il a réellement envie de revenir aux commandes de l'État? Il n'y a pas de formalité en politique. Lorsque un parti politique désigne un candidat, c'est parce que ce candidat-là, le parti veut le faire gagner pour exécuter un projet de société. Bon. Donc nous avons un projet de société et nous avons choisi Laurent Gbagbo comme notre candidat. Tout ce qu'on peut raconter autour de sa candidature, c'est de l'injustice qu'il subit. Et que nous nous battrons en tant que socialistes, hommes de gauche, pour que l'injustice qu'il subit soit réparée, c'est tout. Quel regard vous portez sur cette situation précise de la candidature de Laurent Gbagbo, de l'éventuelle candidature? Oui, alors il y a les faits et puis il y a les spéculations qu'on peut porter sur ces faits-là. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo
n'est pas candidat au titre justement de la loi ivoirienne. On attendra bientôt, au mois de juin, la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre prochain. Ça, ce sont les faits. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'injustice, etc. On peut acquiescer à toutes ces choses-là. Mais c'est la réalité des faits actuels. C'est la réalité actuelle des faits, mais qui pose effectivement problème parce qu'on s'aperçoit que, en réalité, tous les candidats potentiels qui auraient pu justement, Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore prononcé, il a renvoyé la convention de son parti au mois de juin, mais on peut supposer, on peut subodorer, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, permettez ce pléonasme, les seuls qui peuvent concourir, c'est un certain nombre des candidats comme Afin Guessan, Simone et Yvette. Comment entendez-vous l'interprétation par Pascal Logbo de cette condamnation? Parce qu'en écoutant Pascal Logbo, cette condamnation est nulle et non avenue. Alors que la justice est quand même passée par là et s'est prononcée. Exactement. Là, je dis, ça, c'est la posture du militant politique qui veut que son candidat... Oui, c'est l'attitude du candidat, du militant politique qui veut que son candidat... Oui, mais cette parole, elle pèse quand même. Bah, bien sûr, bien sûr. Ça, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette parole? Est-ce que cette parole, non, je veux dire, peut avoir un poids dans, dans un éventuel épilogue de cette dramaturgie? Laurent Gbagbo lui-même a répondu à cette question se disant, peu importe qui sera le candidat du PPACI. D'accord? En imaginant effectivement que sa candidature ne soit pas retenue. Pour le moment, évidemment, le combat, il est là. Pour dire, comme ce qui vient d'arriver à Tidiane, qui vient d'être... On va y arriver. D'accord. Et donc, il est dans cette éventualité-là, se disant, peu importe le candidat du PPACI qui viendra, que ce soit moi ou un autre, mais il y aura un candidat qui nous représentera. Ce qui veut dire que... Donc vous êtes en train de dire, parce que le n'est pas d'accord avec vous, je pense, non, que Laurent Gbagbo, je veux dire, a intégré l'idée qu'il y aurait un autre candidat, il l'a dit, un candidat autre que lui. Donc quand il dit nous allons aller à cette élection, le nous signifie éventuellement un autre candidat. Non, il l'a dit, pas forcément lui. Il l'a dit. Hein. Oui. C'était peut-être avant la convention, mais je suis en train de vous dire qu'en mai dernier, nous avons eu une convention où nous avons désigné un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo. Et personne d'autre. Il n'y a pas de plan B dans un parti politique. Non, nous n'avons pas de plan B. Le PDCI a désigné Tidiane et on a vu ce qui est arrivé, d'accord? Bon, chaque parti a sa manière de voir ce qui s'applique à lui. Nous, ce qui nous s'applique à nous, nous disons que notre candidat ne souffre pas. On n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais il ne souffre d'aucun doute. Votre candidat est assez lucide pour dire, même si... C'est très bien ce « nous » là. Oui. Ce « nous » est très important. Il n'a pas dit « je ». Voilà, il n'a pas candidat, il n'a pas dit... Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, comme c'était le cas. Je vais vous expliquer. On perd, quand on perd, on gagne. Il a dit « nous » avant la convention. Depuis la convention, le président, notre candidat ne parle plus de nous, il parle des jeux. Mais il veut compétir. Le nous date de la semaine dernière. Hein. Exactement. Comment? Le nous date de la semaine dernière. Oui, mais le nous aussi, par moment, on peut l'employer pour du respect. Voilà, on peut l'employer pour du respect. Donc, mais nous, la convention qui a choisi Gbagbo, non seulement il est engagé vis-à-vis de la convention, mais en même temps, il est engagé vis-à-vis des militants qui voient en lui leur candidat. Il y a de la sophistique, là, comme c'est un philosophe. Non, je ne suis pas en train d'expliquer les choses selon Platon. Même si on veut les expliquer selon Platon, vous savez ce que c'est qu'une république. Oui. Une république, ce n'est pas un regroupement bananier de personnes. C'est une république est adossée à du droit. La réalité de cette république fait que Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire,
n'est pas candidat reconnu par la loi. Oui, mais c'est une injustice. Ça, c'est le Mais vous parlez de sur l'injustice. Vous voulez qu'on parle de loi? On va On est avancer. d'accord sur Non, l'injustice. on va avancer parce qu'il y a un certain nombre de sujets, Pascal, il y a un certain nombre de sujets qu'on a prévu donc explorer avec vous. Alors, non seulement vous n'avez pas de candidat officiellement. Ben non, c'est Laurent Gbagbo le nôtre. Non, mais pour l'instant, en tout cas. Non, mais c'est lui qui est officiel. Je ne sais pas quelle officialité on veut. Oui, notre candidat officiel s'appelle Laurent Gbagbo. Cette candidature n'est pas actée et officialisée. Voilà. Donc, non seulement. Pour l'instant, il n'y a aucun candidat. Pour l'instant, le Conseil constitutionnel n'a acté aucune candidature. Voilà. Chaque parti choisit son candidat. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de candidat donc validé, on va dire ça comme ça. Non. Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai dit. Oui, aucune candidature n'est validée. D'accord. Voilà, aucune candidature n'est encore validée, mais le nôtre là s'appelle Laurent Gbagbo. Mais votre parti a décidé récemment aussi de suspendre sa participation à la commission électorale. Qu'est-ce que vous espérez obtenir par cette action? Et qu'est-ce que vous reprochez précisément à cette commission électorale? La commission électorale est fausse. Elle est fausse. Du début jusqu'à la fin, elle ne peut pas organiser des élections crédibles en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc... Mais vous y êtes quand même. Vous avez des représentants au sein du... Nous sommes sortis de la donc vos représentants ont contribué, je dirais, à cette, cette corruption de la commission électorale? Oh non, ce n'est pas cela que je voulais dire. Ce que je vais vous dire... Un travail a été fait. Oui. Et sur les responsables de la CEI, nous étions en minorité. Donc on n'aurait jamais gagné une élection au sein de la CEI. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que ça soit, parce que lorsque le parti désigne un citoyen comme représentant au PPACI, ben, il n'est plus représentant d'un parti. Oui. Donc il porte serment au nom de la CEI. Mais nous disons que dans sa participation, un travail a été fait. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Notre parti n'est pas satisfait par le travail qui a été fait. Un travail auquel vous avez contribué à travers vos représentants? Oui, bien sûr, mais le représentant, on le rappelle. On le rappelle pour dire que le travail qu'ils ont fait, c'est un citoyen comme tout le monde. Le travail qui a été fait par l'ensemble de la CEI, là je ne suis pas en train de parler de notre citoyen ou bien du citoyen ou bien de tel militant de tel parti. Nous parlons de l'organe, de l'institution qui n'a pas fait son travail avec les moyens colossaux qu'il a à sa disposition. Le travail n'est pas bien fait. Si vous voulez que je vous dise certains exemples pour lesquels nous sortons de la CEI, je vais vous les citer. Allez-y. Voilà. Sur 6 millions, sur 8 millions d'électeurs qui sont sur la liste électorale, il y a 6 millions d'inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale. Nous l'avons dénoncé et nous avons les preuves. Et la commission électorale a même reconnu d'ailleurs qu'il y avait effectivement une certaine corruption de la liste. Quand il y a des erreurs, on les corrige. On ne va pas à des élections avec une liste électorale truffée d'erreurs. Sur la liste, nous avons Mme Aya, par exemple, qui est mère de 500 enfants qui sont inscrits sur la liste électorale. 500 enfants. 500 enfants. Oui. Et nous avons les preuves. C'est l'exemple que Gbagbo a sorti, effectivement. Nous avons les preuves. Ça s'appelle un bug, ça. Hein? Non, oui, mais peut-être un bug, mais quand c'est un bug, ça fait une erreur. Donc, on retire l'erreur. Ça, c'est le premier point. Nous avons près de 2 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, qui n'ont ni père, qui n'ont ni mère. Nous avons sur la liste électorale des électeurs qui sont nés avant leurs parents. Et ça existe. Et vous pensez que tout ça est fait sciemment par la commission électorale pour fausser l'élection? Que ça soit fait sciemment ou pas, ce sont des erreurs, donc il faut les corriger. Voilà ce que nous avons demandé à la CEI. Voilà, ce sont des erreurs, ça peut arriver. Donc vous êtes parti en attendant que la CEI corrige tous ces problèmes-là? On veut aller à des élections démocratiques. D'accord. La raison démocratique voudrait qu'on parte avec une liste irréprochable aux élections. Voilà ce que vous dit le président de la commission électorale, Ibrahim Kuiber Koulibaly. Il dit ceci, il vous répond d'ailleurs, il dit « Nous ne sommes inféodés à aucune chapelle politique, nous ne sommes l'adversaire de personne, notre rôle est d'appliquer les règles édictées par la Constitution et les lois de la République. » C'est clair. C'est clair, par exemple, quand il parle de loi, ça nous fait plaisir, mais la loi voudrait que la loi s'applique. C'est ça. La loi voudrait que la loi s'explique et ça s'applique. Il y a des règles
qui ne sont pas appliquées lorsque je vous dis près de 2 millions de personnes sont sur la liste électorale sans identification de leurs parents. C'est-à-dire que la personne n'a pas de mère, elle n'a pas de père. Ça, c'est l'article 7, comme il parle de loi, c'est l'article 7 du Code électoral qui le demande. Oui. Voilà. De deux, nous avons demandé l'article 6 du même Code, comme il parle de loi, dit que chaque année, il doit avoir un recensement dans notre pays. Et cette année, ils ne veulent pas le faire. D'accord. 2025, alors que le budget... C'est trop tard par rapport attendez, s'il vous plaît. À l'élection qui arrive bientôt. Attendez, s'il vous plaît. Vous savez, quand on fait un calendrier, c'est pour le respecter. Oui, on est tout à fait d'accord, mais voilà. La réalité... J'arrive, monsieur. Voilà. Quand tu es dans l'idéal alors que c'est la réalité. Monsieur, je suis en train de vous dire que... Oui. C'est la réalité qui compte. 27 milliards. Oui. 27 milliards, un budget de 27 milliards a été voté par l'Assemblée nationale à cet effet. Mais quand il s'agissait de l'argent, on n'a pas vu le temps. Voilà. Donc l'argent, le budget est là. Donc la RLE, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs, c'est un devoir. C'est un devoir de la CEI. Donc c'est à la CEI de s'organiser pour faire l'enrôlement chaque année. Nous, alors, ils ont demandé de l'argent aux contribuables ivoiriens. On leur a donné l'argent, ça a de tracer un calendrier. Donc il n'est pas tard pour qu'on fasse la RLE. Je voudrais vous rappeler qu'en 2020, l'enrôlement a été fait en juin 2020, alors que les élections étaient en octobre. Oui. Et là, on n'est même pas en juin. Oui. Alors, on va élargir un peu le spectre de la discussion avec Alfred Ingracien et Ben, sur la question de la commission électorale. C'est-à-dire que c'est un conflit permanent, récurrent, cyclique, auquel on assiste toujours autour de la commission électorale, dans tout le pays d'ailleurs, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. 35 ans après le déclenchement de ce processus de démocratisation, de la mise en place de multipartisme, et de ces élections que nous connaissons depuis 35 ans, est-ce qu'il n'est pas temps finalement de supprimer cet organe qu'on appelle commission électorale et de penser, je dirais, à ce que les élections se tiennent par les voies tout à fait ordinaires, notamment avec le ministère de l'Intérieur. On a la direction générale des Alors, ça, c'est vraiment, depuis le départ, Une réponse rapide. Rapide, tout simplement. Je l'ai toujours dit, c'était une aberration de créer une structure parallèle alors que la mission d'organisation des élections, qui est une mission régalienne, revient de droit au ministère de l'Intérieur. Ça a été un effet de mode de créer des comités commissions électorales indépendantes. Ça a été une aberration. Oui. Alors, on objectait que, celui qui est source de conflits et de crise de confiance. De crise de confiance. Oui. Et souvent, ces crises de confiance sont générées par qui? Par les oppositions, justement, qui se méfient de la structure, justement, de cette commission électorale indépendante parce qu'elle soupçonne, il y a ce soupçon de triche en faveur de ceux qui sont au pouvoir. Et donc, moi, je pense que, logiquement, on devrait revenir au principe que c'est au ministère de l'Intérieur qu'il revient d'organiser le recensement de la population et qu'il revient d'organiser les élections. Point. Plutôt que cette structure budgétivore. Tu viens d'évoquer 27 milliards pour organiser les élections, et puis les listes qui ne sont pas conformes à la réalité, c'est un problème. C'est systématique. Je ne suis pas d'accord avec Alfred, parce qu'en fait, on n'est pas encore, dans plusieurs pays africains, on n'est pas encore arrivé à ce niveau où les élections peuvent être organisées par le ministère de l'Intérieur. Oui. Pourquoi? Alors parce que souvent... Ça va arriver puisque les commissions électorales sont systématiquement décriées. Je m'explique. Parce que souvent, source de crise de confiance. Le ministre lui-même, le ministre de l'Intérieur est souvent le grand militant du parti qui est au pouvoir. Oui. On le met là, c'est lui en principe qui agrée des fois les partis, qui peut refuser ou autre. Oui. Donc, pour avoir vraiment quelqu'un d'indépendant, moi je dirais même pour la Côte d'Ivoire, je ne vois pas pourquoi la commission électorale indépendante soit composée par des gens envoyés par les partis politiques. On devrait constituer une commission agréée, reconnue par tous, comme vraiment une commission indépendante qui n'est pas... des acteurs de la société civile.
Oui, éventuellement. Oui. Et il y a l'Église. Et vous Ça se pensez passe que- dans, ça peut, ça se passe Vous dans pensez que ça plusieurs pourrait pays. garantir la confiance, hein? Ça peut garantir la confiance. Oui. Et cette fois-ci, la commission vraiment serait indépendante. On aurait vraiment la commission. Et il y aurait aussi la justice. Oui. Il pourrait y avoir la justice. On peut porter plainte. Par exemple, quand on parle des listes qui sont pas correctes, on peut porter plainte. Il y a la justice qui peut dire un référé. Qui peut dire finalement les listes, vous ne pouvez pas continuer comme ça, les listes doivent être révisées, qu'il y ait un organe de contrôle. Mais cette fois-ci, on peut avoir une commission composée par les membres des partis au pouvoir, de l'opposition. Il suffit qu'il y ait une dominante parti au pouvoir. La commission peut refuser de réviser les listes. Mais s'il y a la justice qui tranche, on aura cette fois-ci au moins un changement. Au Sénégal, il y a moins de conflits autour de la Il y commission a moins de électorale. conflits parce que ça date du premier code électoral consensuel sur Abdou Diouf, qui a été une sorte de pédicré concocté par toute l'opposition. Donc les grands canevas y figurent. Maintenant, il y a de temps en temps des contestations parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui supervise. Sauf là où je ne suis pas d'accord avec Gratien. Même si le ministre de l'Intérieur est un politique, la haute administration qui organise, c'est de hauts fonctionnaires de l'État qui sont à distance de toutes les chapelles politiques. Au Sénégal, on a ce qu'on appelle la direction générale des élections, qui est la partie technique du ministère de l'Intérieur qui se charge de l'organisation de ces élections, donc du fichier électoral jusqu'à l'enrôlement des électeurs à travers les pièces d'identité confectionnées par la direction de l'automatisation du fichier, qui est la partie informatique du ministère de l'Intérieur. Et à côté, on a la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui supervise les élections. Ce sont des fonctionnaires qui sont nommés par le pouvoir. Ce n'est pas des fonctionnaires, c'est la société civile. Et avec des démembrements au niveau des départements, les décennats, et les partis politiques, oui, les partis politiques, ils sont représentés au niveau des commissions départementales et au niveau de de la commission électorale nationale jusqu'au démembrement au niveau des départements, il y a également la justice, le ministère de la Justice, à travers des magistrats, à travers des juges qui sont impliqués dans la transparence, et jusqu'à la délivraison des résultats par département au niveau des tribunaux départementaux jusqu'au niveau du tribunal de grande instance qui sont maintenant au niveau de 5, si je ne m'abuse, sur l'ensemble du Sénégal. Et la dernière fois que le Sénégal a connu une crise post-électorale, ça remonte il y a 30-35 ans. Hein. Oui, c'est après cette crise qu'on a pensé, sous Abdou Diouf, sous le président Abdou Diouf, avec le grand juge Kebambay, qui était encore vivant, et qui nous a proposé de rassembler tous les acteurs politiques et de voir comment ensemble plancher et sortir quelque chose de consensuel. Et c'est depuis lors qu'on parle du code électoral consensuel. Ça, c'est un système qui est correct. La veille de chaque élection, on voit l'opposition s'agiter. L'APR l'a fait en 2012 avec Abdoulaye Wade, en accusant Ousmane Ngom d'être le ministre de l'Intérieur. Mais n'empêche, au sortir, on a félicité et on a vu qu'en dehors de quelques réclamations au niveau des commissions départementales, tout est rentré dans l'ordre et les élections ont été toujours valides. On va revenir à la Côte d'Ivoire, donc Pascal Lobo. Alors le PDCI, un grand parti s'il en est, a décidé aussi de suspendre aussi sa participation à la commission électorale. Il faut dire que vous avez un peu... pour les mêmes raisons. Oui, vous êtes plié, enfin il y a une alliance quand même. Plus on est proche parce qu'on est dans l'opposition. Ça fait créer une structure là, qui rassemble l'opposition. Hein. Oui, mais le PPACI n'y est pas. C'est Cap 2025. C'est ça. Voilà, le PPACI n'y est pas. Mais vous savez... Qu'est-ce qu'il attend on attend notre temps. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que le PDCI quitte la CEI pour les mêmes raisons. Oui, exactement. Oui, parce que c'est une CEI qui est inacceptable. C'est une CEI où c'est le président de la République qui nomme les commissaires centraux. Alors que lui-même, il est président d'un parti politique.
Bah, hier aussi, c'était comme ça. Hein. Hier, ce n'était pas comme ça, parce que la Constitution de Côte d'Ivoire dit, lorsque on est président de la République, si on était président du parti, on doit démissionner du poste de la présidence du parti. En tout cas, il y a une date d'élection. Voilà, donc après les élections, quand Gbagbo était élu président de la République, il était le président du FPI. Oui. Mais quand il est devenu président, c'est Afin Guessan qui est devenu le président. Non, mais on parle... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que au niveau de la CEI, au niveau de président qui avait nommé le président en 2010-2011 avant cette élection. Je parle là des commissaires centraux. Oui, et puis quand à l'époque. Oui, mais Gbagbo n'était pas président des partis. Mais Ouattara, lui, il est président des partis. C'est le président de la République. Il ne nomme que des partisans. Et puis, c'est le président de la République qui nomme. Et puis quand Gbagbo, il a la tête de la CEI. Il avait nommé qui? Koulibaly. Koulibaly, il était du PDCRDA. On va avancer. Il était de l'opposition, il était du RHDP. Oui. Et celui qui a dirigé les élections était du RHDP. Mais aujourd'hui, Cuibien, il est de quel parti? Il est du RDR. C'est un ancien rebelle. Oui, d'accord. Bon, on va avancer. Bon, en tout cas, les élections, la date est fixée pour le 25 octobre. Vous nous direz peut-être au cours des prochaines semaines quelle sera l'issue de cette rupture temporaire avec la commission électorale. Parce qu'il faudra bien une commission électorale pour superviser les élections qui auront lieu en octobre prochain. Alors, je voulais votre regard sur l'un des faits marquants de l'actualité cette semaine en Côte d'Ivoire. C'est la radiation de Tidiane Thiam, président du PDCI, justement, de la liste électorale. Décision du tribunal de première instance d'Abidjan, qui a estimé que Tidiane Thiam ne disposait pas de la nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. Une affaire qui suscite beaucoup de commentaires depuis. Alors, quel regard vous portez sur cet événement? Je sais que votre parti, le PPACI, est vent debout contre cette décision. Bon, je ne peux pas discuter des décisions de justice, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est interdit par la loi. Mais en même temps, je voudrais dire que le concerné lui-même l'a dit sur toutes les antennes qu'il subit une injustice. Oui. Et cette injustice-là... C'est ce que vous pensez aussi? Ah, mais si lui qui est concerné le pense, moi je peux aussi le penser. C'est lui qui est concerné. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais bon, il le pense. Mais dans ma tête aussi, je crois, parce que ce n'est pas le seul cas en Côte d'Ivoire. Ouattara ne veut pas un véritable candidat contre lui-même. Il a condamné Laurent Gbagbo par une justice farfelue, non debout, de 20 ans. Il a condamné Guillaume Soro, qui est en exil, 20 ans. Il a retiré Blé Goudé, qui a aussi pris 20 ans. Tout cela, ils ont 20 ans. Et le seul candidat sérieux qui pouvait rester contre lui pour les élections, si il fait comme en 2020, où il a choisi son adversaire KKB contre lui, dans un pays où il y a des grands partis politiques. Et là... Mais il y a Pascal Afin Guessan. Bon, pour l'instant, Pascal Afin Guessan, il était aux élections de 2015. Hein? Oui. Voilà, donc voilà. Il est candidat. Bon, il sera peut-être candidat, mais pour l'instant, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oui, enfin... Voilà, moi, je connais les partis qui ont déjà... J'ai dit, je connais les partis qui ont déjà fait des conventions, qui ont désigné des candidats. C'est pour ça que nous parlons de la candidature de Tidiane Thiam, parce qu'il y a eu une convention au PDCRDA et au PPACI, il y a eu une convention qui a désigné Gbagbo. Voilà, donc pour l'instant, même le RADP n'a pas encore désigné des candidats, donc on ne peut pas parler des candidats. Tout à l'heure, vous parliez... Mais Alassane Ouattara n'est pas candidat officiellement. Il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible par les articles 183. Personne n'est éligible. Voilà, même lui-même n'est pas éligible. Non, mais pour lui encore, c'est la Constitution qui le dit. Il n'est pas éligible par les articles 183 et 55 de notre Constitution, qui disent que le président a un mandat renouvelable une seule fois. Il y a un changement de Constitution. Hein? Oui, changement, c'est pour ça, monsieur, je vous renvoie à ces articles que vous pouvez lire, comme vous êtes un panéliste, pour que vous sachiez si, malgré les changements, il a droit à un troisième mandat. Parce qu'il a pris un troisième mandat. Je parle de troisième mandat, monsieur. Oui. En 2020... Si c'est un troisième mandat, donc c'était un mandat illégal. Oui, mais je l'ai toujours dit, j'étais déjà à ce plateau
pour dire qu'il a pris un troisième mandat anticonstitutionnel en violation des articles 183 et 55. En fait, vous rappelle la thèse du pouvoir qui considère qu'avec le changement de constitution, qu'il était donc fondé à se présenter pour ce troisième mandat qui était le premier en fait. Quand la Constitution n'a pas prévu des règles pour limiter cela. Donc, selon Constitution, vous, Alassane Ouattara n'est pas éligible à l'heure actuelle. Depuis 2020, il n'était pas éligible. D'accord, déjà. très bien. Donc, il n'était pas éligible pour un troisième mandat. Il y a des constitutions, toutes les constitutions du monde ne sont pas pareilles. Mais dans le cadre de la constitution dont il est lui-même rédacteur en 2016... Si Alassane Ouattara n'est pas éligible, si Tidiane Thiam est radié de la liste électorale, si Laurent Gbagbo ne veut pas se présenter parce qu'il a été condamné, il reste effectivement à finir. Ça serait bien, il y aurait un renouvellement. Ça fait quand même, un désert électoral un peu. Que se passerait-il? Parce que bon, à la limite, je veux dire, les Ivoiriens choisissent ce qu'ils veulent pour gouverner leur pays. Comment vous voyez, en tant qu'analyste justement, en tant qu'analyste politique, comment vous voyez la situation évoluer au cours des prochaines semaines? Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est dans une république où il y a des règles. Ouattara n'est pas éligible, c'est constitutionnel. Et j'ai cité les articles qui disent que Ouattara ne peut pas être éligible. J'ai parlé des articles 183 et 55 de notre Constitution, qu'il a lui-même écrite en 2016. Mais les autres, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas éligibles. Parce que lorsqu'on condamne quelqu'un, il faut que la personne reconnaisse la condamnation. Non, c'est pas ça, c'est la loi. C'est pas comme ça. Non, j'arrive. Non. À cette allure-là, Non, j'arrive. Ça serait une république bananière. Non, elle n'est pas bananière. Ça ferait beaucoup d'innocents. Exactement. La république n'est pas bananière lorsque les règles qui régissent cette république sont respectées à travers les lois écrites. Pascal Lobo, il y a les textes, mais il y a les faits. Il y a les textes et il y a les faits. Les faits sont là. Et les faits... Alassane Dramane Ouattara dit qu'il a commencé un premier mandat selon la nouvelle Constitution. Ça, c'est ce qu'il dit. Nous disons ce que la Constitution dit. Nous disons ce que la Constitution dit. Nous ne disons pas ce que dit un candidat. Nous disons que... c'est ce que la Constitution, la Constitution dit. C'est pourquoi je vous rappelle, vous êtes un panéliste pour que vous recherchiez la vérité après, sur les articles 183. En général, ils recherchent la vérité avant l'émission. N'est-ce pas? On ne sait jamais. Vous savez, le dossier de la Côte d'Ivoire sur les élections, il vient de s'ouvrir parce que nous rentrons dans un autre tournant. Donc peut-être qu'on va se retrouver ici. C'est pour ça, déjà, je le renvoie. Déjà, au mois de juin, on verra la liste qui et on vous réinvitera. Je serai là. Oui. On va passer à un autre sujet parce que le temps passe vite. C'est passionnant, évidemment, on aurait voulu vous écouter encore, mais vous reviendrez avec grand plaisir. On va parler du Sénégal à présent. Ce 15 avril, c'est le député Guy Marius Sagna qui a déposé devant l'Assemblée nationale une proposition de résolution qui pourrait déboucher sur une mise en accusation de l'ex-président Macky Sall pour haute trahison. Plusieurs reproches sont faits au précédent pouvoir, sa gestion des finances publiques qui aurait conduit notamment à une dette cachée et aussi des détournements de fonds imputés notamment à 5 anciens ministres dans le cadre de la gestion du fonds Covid-19. Alors, Ben Yassi, vous qui observez quotidiennement pour nous le Sénégal, le groupe parlementaire minoritaire du président Macky Sall parle, lui, d'une basse manœuvre, je cite, d'une basse manœuvre destinée à salir la réputation, l'image et la réputation internationale de Macky Sall. Est-ce que cette ligne de défense est suffisante pour contrer la charge judiciaire qui est quand même singulièrement lourde? Bon, oui, c'est une défense politique qui se comprend. Au sein de l'APR et à travers son secrétariat exécutif national. Ce qu'il faudra constater, c'est que le président Macky Sall, même installé loin du pays, continue de constituer une terreur pour les nouvelles autorités. Oui, mais enfin, restons sur les faits. Restons sur les faits qui lui sont reprochés. Maintenant, par rapport aux faits. Est-ce qu'effectivement, on s'achemine vers une mise en accusation de Macky Sall et des poursuites qui sont quand même aujourd'hui clairement évoquées par les autorités actuelles du Sénégal? En tout cas, cette mise en accusation du député Guy Marius Sagna n'a aucune chance de prospérer. Mais qu'est-ce que vous en savez, puisque le PASTEF est majoritaire, massivement majoritaire à l'Assemblée nationale?
Je m'explique sur le fond et sur la forme. Sur le fond, qu'est-ce qu'on appelle haute trahison? Il faudra y mettre un contenu. Oui, mais il y aura des enquêtes. À ma connaissance, il y a des enquêtes qui vont être diligentées, notamment contre les 5 anciens ministres. Oui. À ma connaissance, et par rapport à la Constitution du Sénégal, le président Macky Sall n'a jamais été de connivence avec une puissance étrangère pour nuire les intérêts du Sénégal. Là, vous parlez de la haute trahison. Oui. D'accord. Et deuxièmement... Pourquoi vous souriez? Non, parce que c'est pas seulement qu'il y ait une puissance étrangère pour qu'il y ait la haute trahison. Non, je m'explique toujours. Oui. Il peut y avoir une trahison interne. Oui. En tout cas, au niveau de notre Constitution, c'est clairement défini. Maintenant, on peut tout mettre. La haute trahison, oui. On parle Maintenant, par rapport... S'il démontre que la dette cachée, évidemment, entraîne un préjudice très lourd pour la marche de la nation, ça s'appelle aussi la haute trahison. Je ne suis pas d'accord avec le terme dette cachée qui a été utilisé. De toute façon, ce sont les juristes qui qualifieront. Oui, ok, d'accord. Maintenant, je pense qu'il peut bénéficier du fait que la loi ne précise pas vraiment cette histoire de dette cachée. Non, mais par rapport à la dette cachée, vous savez... Bon, il ne peut pas être puni pour une... Non, par rapport à la dette... qui n'existait pas. Par rapport à la dette, le président Macky Sall ne s'en est jamais caché. Il a été toujours partisan que les pays africains doivent pouvoir s'endetter pour financer leur développement. Chaque fois qu'on évoquait cette question... regardez la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'on évoquait cette question avec lui, il n'hésitait pas à nous donner des exemples de pays qui se sont endettés pour... Il disait que la dette ne doit pas... Là, vous faites l'avocat de Macky Sall. Non, je constate et je dis ce que je constate. Ça veut dire, je finis juste après, la parole sera aux autres. Le président Macky Sall était partisan de l'endettement des pays africains parce qu'il disait que la dette ne doit pas être quelque chose d'exclusif pour les pays développés. Les pays africains, les pays considérés comme moins avancés, comme moins pauvres, doivent pouvoir s'endetter pour financer leur... Donc pour vous, ce sont des gesticulations en fait. Oui. Maintenant, par rapport, pour revenir à cette mise en accusation du député, donc j'avais parlé sur le fond et sur la forme. Sur la forme, un député ne peut pas être porteur d'une accusation de haute trahison contre un ancien. C'est une résolution. C'est une résolution, mais il y a un cheminement au niveau de l'Assemblée. Ça ne peut pas être porté par un député intu personae. Ça doit être porté par une commission de travail. Et à partir de la commission de travail, que ça soit proposé au niveau du bureau de l'Assemblée, entériné, voté ou bien validé en séance plénière pour que ça puisse être transmis au niveau du ministère de la Justice. Et ce n'est pas le cas. C'est le député Guy Marius Sagna qui a rédigé sa mise en accusation et qui l'a soumis. Donc, de facto, cette accusation n'a aucune chance de prospérer, à moins qu'on la reprenne sous une autre. Il faut bien comprendre ce que vous ne dites pas, mais que nous entendons quand même, c'est que tout ça s'inscrit dans cette... dans cette stratégie de la revanche, dans cette machine de la revanche déclenchée par le pouvoir actuel contre Macky Sall? Oui, parce que tout simplement, ils veulent l'éloigner de la scène politique le plus longtemps possible. Oui, mais s'ils cherchent, qu'ils trouvent, évidemment... qu'ils cherchent, et on va voir s'ils vont trouver ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est là. On va dans tous les sens. Il y a de hauts fonctionnaires, principalement des DAGE, des sages, des comptables de certains ministères qui ont été mis en accusation par rapport à ces fonds Covid. C'est ça. Et récemment, on a eu la Haute Cour de justice qui a été actionnée et à qui on a transmis le nom de 5 anciens ministres, dont le beau-frère du président Macky Sall. Et il y a le 23 avril dernier, la loi interprétative sur la loi d'amnistie qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Un camouflet un camouflet. Et on a vu depuis lors cette agitation du parti au pouvoir et son président. L'actuel Premier ministre a sorti même un communiqué. Et dans ce communiqué, il a été même très désobligeant vis-à-vis de l'opposition en la taxant d'opposition résiduelle et indigente. Ce qu'on constate, c'est que on est en train, en quelque sorte, d'amuser la galerie parce qu'il fallait donner quelque chose aux partisans
à ces 54% qui ont voté. Ça me rappelle un peu la Rome antique, quand il fallait avoir des sénateurs pour Panem et Circenses. Donc voilà, pour amuser la galerie, donc avoir des jeux et du pain. Et donc en accusant l'ancien pouvoir, en accusant le président Macky Sall, on pense pouvoir satisfaire cet électorat. Avec des jouets très lourds. Et pour finir, c'est tout simplement pour dire qu'on a beau avoir un score électoral très élevé sur la base de contre-vérité et de victimisation, mais cette stratégie devient inopérante face à la réalité du pouvoir. Bon, pour conclure rapidement, parce qu'on va passer à un autre sujet, on n'a pas beaucoup de temps, mais je sens que vous avez envie d'apporter une réplique. Oui, parce qu'en fait, bon, en soi, cacher une dette, bon, c'est coupable. Bon, éventuellement que ce n'est pas punissable, mais il y a beaucoup de conséquences pour le pays, notamment la confiance auprès des bailleurs de fonds. Ce n'est pas le seul, c'est pas le Sénégal seulement, il y a eu Mozambique, il y a d'autres pays qui cachent la dette. Mais le problème qui va se poser, ce n'est pas surtout la dette cachée, ça va être la surfacturation au niveau du riz, ce fameux riz pendant le Covid. Ça va être ce niveau, ça va être un niveau... C'est deux choses différentes. Oui, c'est différent, mais ça va être au niveau juridique et ça ne sera pas politique. Ça ne sert à rien de politiser le dossier. En soi, c'est un dossier purement économique. C'est pas, pour moi, c'est pas vraiment, parce que c'est pas le président qui a soulevé ce problème de dette cachée. C'est un fait. Il y a une dette cachée. Bon. Mais quand on cache une dette, on ne détourne pas la dette. En soi, il n'y a pas d'argent qu'on détourne. Non, une précision. S'il vous plaît, il faut qu'on avance. Une précision. Il n'y a pas eu de dette cachée. Il y a tout simplement deux versions. Non, il n'y a même pas de soupçon. Il y a deux versions. Il y a deux versions de traduction. La dette cachée, non, c'est purement comptable. C'est purement comptable. Ce sont des écritures comptables. Mais on les fait autrement. Oui. Moi, je suis chef comptable, je sais bien comment on peut détourner. On peut détourner tout en restant à l'intérieur. C'est tout simplement deux lectures différentes entre l'ancien pouvoir... C'est une lecture interprétative de la gestion de Macky Sall. C'est deux techniques comptables différentes. Mais justement, il y a une seule technique qu'on doit utiliser. Quand on utilise une autre, c'est qu'on est en train de passer à côté. Non. On fait quoi des lois rectificatives des finances? N'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Non seulement ça. C'est pas comme ça. Alfred, c'est une variante. Rapidement, juste... Vraiment, 30 secondes, vous pouvez le faire. 30 secondes, d'accord. Vous pouvez le faire. La Cour de compte n'a pas désigné Macky Sall comme responsable de ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, si réellement il y avait haute trahison, mais ce qui n'est pas défini dans la loi en tant que telle par rapport à cette question comptable, je pense effectivement qu'il y a simplement l'agitation du Premier ministre Sonko contre Macky Sall. Et malheureusement pour lui, la réalité des faits du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, le rattrape maintenant. Et donc là, il s'aperçoit effectivement que c'est facile d'être dans l'opposition et de dire il n'y a qu'à Faucon. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est plus compliqué que ça. C'est la dernière ligne droite vers la fin de l'émission. Comment conclure une émission, un panel de 200, parler de la République démocratique du Congo? Voilà, l'actualité est dominée là-bas cette semaine par la montée des tensions entre le pouvoir de Kinshasa et l'ex-président Joseph Kabila, actuellement à l'étranger. Alors que son retour à Goma avait été annoncé la mi-avril, le ministre de la Justice a affirmé qu'il a ordonné d'engager des poursuites contre l'ancien président et ceux qu'il désigne comme ses complices. Voilà donc Joseph Kabila accusé de haute trahison, on y revient, par le gouvernement donc, pour son alliance présumée avec le groupe rebelle AFC M23 qui affronte, on le sait, l'armée à l'est de la RDC depuis plusieurs semaines. Alors Alfred, sur quoi se fondent réellement ces accusations émises contre Joseph Kabila? Pourquoi devient-il tout d'un coup l'homme le plus recherché de la RDC? On pourrait dire tout un tas de choses là-dessus. Ça ne vous étonne pas, vous? Non, ça ne m'étonne pas. Il a beaucoup de choses à dire sur ça. Ça ne m'étonne pas. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'est jamais arrivé à Goma. Ça a été des informations, et jamais, exactement. Il n'a jamais été à Goma. Et donc, ça a agité le landerneau politique de Kinshasa. C'est pas très sérieux, quand même. Que exactement. Le gouvernement s'agite autant pour une information qui n'était pas avérée.
Alors, exactement, il y a de ça. Deux, le fait qu'on s'en prenne à Kabila, à son parti politique, le PPRD, ça montre cette crispation au fond du pouvoir de Kinshasa, qui, dès le départ, Tshisekedi avait dit c'est Kabila qui est derrière tout cela. Mais en même temps, on va discuter avec le M23 et tout ça à Doha. Et puis voilà, il y a un communiqué comme quoi, OK, ils acceptent d'aller vers la cessation des hostilités. Un communiqué commun, en fait. Oui, oui, la cessation des hostilités. Et donc, alors on dit, mais d'accord, si vous avez dit que le patron de ce mouvement, c'est Kabila, alors vous le condamnez et en même temps vous discutez avec le M23. Il y a une contradiction fondamentale là-dessus. Je pense effectivement qu'il y a eu la rupture entre Tshisekedi et Kabila sur le pacte qui avait été signé en 2000. Alors, il faut se rappeler quand la même rupture que date de longtemps. En 2019 précisément, après Voilà. les élections, donc Kabila, enfin, Tshisekedi est quand même devenu président de la République par les bonnes grâces de Joseph Kabila. Exactement. Avec un deal qui n'est plus un secret pour personne. Tout à fait. Et comment est arrivée la rupture? Comment est survenue la rupture? Ben, la rupture est arrivée progressivement parce que c'est ça la différence avec le Sénégal. Macky Sall, il ne parle pas, il observe cette réserve que tous les présidents du Sénégal ont observée après avoir quitté le pouvoir. Kabila bénéficie des immunités selon la constitution de RD Congo. Et parmi ces immunités, il y a effectivement le fait que, il lui est interdit de commenter l'actualité politique de RD Congo, ni d'intervenir dans la réalité politique actuelle. D'accord. Il a observé pendant un moment ce silence-là. Sauf que ces lieutenants ont continué à parler en son nom. Il y a un certain nombre qui l'ont laissé tomber, qui sont rentrés dans l'Union nationale et l'Union sacrée, et puis voilà. Et ça, il n'a pas apprécié, il n'a pas beaucoup apprécié que Tshisekedi ait réussi justement à phagocyter pratiquement son parti et à créer cette histoire d'union sacrée à son détriment. D'accord. Sans l'avoir consulté. Et donc, c'est cette rupture-là dont on voit les conséquences aujourd'hui. Et qu'au fond, Nanga n'est qu'un pion, justement, de ce jeu-là. Quand il sort, ben voilà, on avait truqué les... Corneille Nangaa, qui a été président de la commission électorale, qui avait donc supervisé ce deal entre Kabila et Tshisekedi. Et malheureusement, Madame Zeroual, qui était la représentante de la MONUSCO à Kinshasa à cette époque-là. C'est vrai que pour ceux qui ne suivent pas l'actualité de la RDC, il faut beaucoup expliquer quand même. Absolument, absolument. Et quand on dit qu'on a compris, c'est qu'on n'a rien compris du tout. Bastien, vous qui êtes passionné par cette actualité aussi. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec elle. Quand c'est la vérité, ça met tout le monde d'accord. Parce que vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Déjà, Kabila n'a pas été à Goma, contrairement à ce que les gens disent. Et en même temps, le pouvoir ne peut pas prendre des mesures contre Kabila, y compris vider ses biens. Ce sont des mesures lourdes. Lourdes, hein. Ils ont vidé la maison et les maisons, ils ont pris saisi les biens, ils ont même pillé, je dirais. Ça, même la justice ne peut pas aller jusque-là. Donc, il y a eu une justice faite par le président contre Kabila, alors que la justice n'était pas saisie. Il n'y avait pas un fait en soi qui dit que Kabila, il soutient le M23. Déjà, le M23, ça, il signe un communiqué commun avec le pouvoir, même si on se dit des fois, ils se fâchent entre eux, mais à Doha, il se passe des choses. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il se passe des choses qui vont nous étonner à la fin. Et donc, en fin de compte, vraiment, on ne comprend pas pourquoi on s'acharne contre Kabila. Mais Kabila, un homme qui sautait, éventuellement qui a des réseaux, pas mal de réseaux, qui a dirigé pendant 18 ans. C'est pas quelqu'un qui... Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a des accointances entre Kabila et le M23 ?
Non, je ne parlais pas avec le M23, je parle avec... Non, mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des accointances parce que c'est ceux dont on l'accuse quand même. Bon, vraiment, ça serait... Bon, je pense qu'il doit y avoir des accointances parce que... je ne parlais pas de M23, AFC, M23. Oui, Corneille Nangaa, c'est un ami à Kabila, on le sait bien. Dans tous les cas, il y a des sympathies. Oui. Quand on dit sympathie, ça ne veut pas dire que c'est lui qui dirige. Et d'ailleurs, Kabila, je vois pas vous affirmez ou vous supposez, là? Bon, j'affirme. Qu'il y a des accointances entre Corneille Nangaa et Kabila? De l'amitié, je veux dire, entre le président de l'AFC M23 et Kabila. Vous n'êtes pas en train de dire que Kabila est devenu un chef de guerre? Non, il ne va pas être... Parce qu'il n'aura même pas de place. Parce qu'il ne va pas devenir le président. Il y a le groupe qui est déjà constitué. Déjà que le groupe, le M23, accepte Corneille Nangaa pour qu'il soit... Il arrive à coller la FC M23. C'est une grande chose et une grande victoire pour Corneille Nangaa parce que le M23 aurait dit non, mais ils ont accepté. En tout cas, on peut dire que le gouvernement de Kinshasa va un peu vite en besogne quand même. Très souvent, oui. Mais d'ailleurs, quand on voit aussi les interventions intempestives de Tshisekedi, c'est un peu comme dirait Capitaine Escarmouche, quoi. Il dit, s'il y a ça, voilà ce qui va arriver. Et puis le lendemain, il fait autre chose. Je ne discuterai pas, je ne négocierai pas, on négocie. Et donc, chaque fois, il y a un certain nombre de types de chefs d'État au monde, et en Afrique en particulier. Il y a les taiseux, il y a les intempestifs comme Tshisekedi, oui. Et puis il y a les mesurés, et puis il y a les dinosaures qui ouvrent de temps en temps un œil, et puis après, qui reviennent. Voilà, un peu, hein. On ne va pas s'attarder sur la typologie des chefs d'État. On arrive à la fin de l'émission. En tout cas, c'est vrai que le pouvoir de Kinshasa a quand même plus à faire aujourd'hui face au conflit à l'est de la RDC que d'alimenter un nouveau front de conflit avec Joseph Kabila. D'un mot, s'il vous plaît, oui, notre invité spécial va conclure. C'est mon inquiétude. Ça veut dire qu'en accusant Kabila de tous ces faits, est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de mettre de l'eau dans le moulin du Rwanda? Pas du Rwanda, du M23. C'est vous qui ouvrez un nouveau front de discussion. Du M23. Parce que en conclusion, mon cher Pascal Lobo, oui. Dites-nous quelques mots sur la manière dont vous voyez l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire au cours des prochaines semaines et à quelques mois de cette présidentielle d'octobre 2025, du 25 octobre 2025. Est-ce qu'on s'achemine encore vers des élections à haut risque dans votre pays? Les élections à conflit sont toujours le résultat de mauvaises organisations et de mauvais organisateurs. Nous marchons certainement, si les problèmes ne sont pas réglés, vers une élection à problème. Mais ici, je ne vous dirai pas ce qui va se passer dans l'avenir parce que le samedi 26, notre parti a un comité central. Ce samedi 26, là, vendredi et samedi. Donc, c'est le comité central qui va donner le discours d'orientation. Nous attendons l'important discours du président Laurent Gbagbo ce samedi 26. Donc ici, je ne peux pas vous dire de quoi sera fait demain. C'est la direction du parti qui va tracer la ligne qu'on va suivre. Merci. Voilà. Merci Pascal Lobo. On vous retrouvera bientôt avec nous pour évidemment commenter à nouveau l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Merci Gratien Rounkeni-Kenza, merci beaucoup. Merci François. Ben Yassi, merci à vous. Merci Alfred. Alfred Sango-Lokoro, merci. Et l'émission a été réalisée par Moustapha Kanté, bien sûr, avec Romain Clicquot-Demenque. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.